Et donc concrètement, nous allons voir quelles peuvent être les conséquences de cette théorie, en particulier sur la filiation, puisque ce qui caractérise l'enfant, c'est d'être relié à des adultes qui sont ses parents par le lien juridique de la filiation. Bon, il a déjà été, le genre a déjà été défini ce matin, juste pour rappeler, à l'origine, pour moi, comme pour beaucoup j'imagine, le genre, c'est tout simplement le fait d'être masculin ou féminin, donc ça renvoie au fait d'être homme ou femme. Et dans la langue française, il n'existe que le genre masculin et féminin. Donc, ce qui fait que j'ai découvert le genre, comme beaucoup, en sixième, en découvrant qu'il y a dans d'autres langues d'autres genres que le masculin et le féminin, le neutre, hein, comme en anglais ou en latin. Et pour la plupart des gens, le genre désigne, en désignant deux modes d'être des personnes masculins et féminins, n'exprime rien d'autre que cette évidence que les êtres humains sont des hommes ou des femmes. Alors, la théorie du genre revient à nier l'intérêt de prendre en considération le fait d'être un homme ou une femme. Pour les partisans de cette théorie, être biologiquement un homme ou une femme ne serait qu'une donnée secondaire, accidentelle, et ils délaissent le terrain du sexe qui est jugé trop objectif pour se situer sur celui du genre, moins connu et visiblement plus malléable. Mais le genre lui-même doit être redéfini parce qu'à l'origine, il ne désigne en soi que le fait d'être masculin ou féminin. Mais ça, c'est encore considéré comme trop objectif. Et les partisans de la théorie du genre se fondent, ont créé de toutes pièces le concept d'identité de genre. C'est ainsi que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe explique que l'identité de genre désigne l'expérience intime et personnelle de son genre telle que vécue par chacun. Une personne transgenre est quelqu'un dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qui lui a été assigné à sa naissance. Donc on voit déjà qu'on est rentré dans la quatrième dimension, parce qu'il faudrait admettre qu'à la naissance, un genre est assigné à la personne, assignation qui résulterait d'une décision plus ou moins arbitraire d'autrui. Or, à la naissance, le genre n'est pas assigné, il est juste constaté. Est-ce que c'est un garçon ou une fille, un homme ou une femme? Donc finalement, il apparaît que concrètement, la théorie du genre, c'est la théorie du non-genre au sens traditionnel du terme. Il n'y aurait pas de genre, ou plutôt un seul genre, le genre neutre, et à chacun ensuite de construire son identité de genre. Mais chacun ne pourra construire cette identité de genre que si socialement, c'est-à-dire en premier lieu juridiquement, le fait d'être un homme ou une femme n'est plus pris en considération en soi pour laisser la place libre à cette autoproclamée identité de genre. Alors juridiquement, comme Mélina Douchy nous l'a dit ce matin, l'entreprise d'abolition du genre a commencé par la recherche de l'égalité entre les genres, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes. Égalité non seulement pas en soi dans la dignité intrinsèque, mais dans la capacité et les responsabilités. Donc pour exprimer que le mari et la femme ont les mêmes prérogatives et sont équivalents, le Code civil n'emploie plus beaucoup les termes de mari et femme, mais celui d'époux ou de chacun des époux. De même, pour exprimer que les pères et mères ont exactement les mêmes droits et les mêmes responsabilités, la loi les désigne de façon indifférenciée par le terme neutre de parents ou de chacun des parents quand on veut les désigner individuellement. Le Code civil a ainsi fait l'objet d'une neutralisation progressive qui n'est pas totale. Aujourd'hui, le Code civil comporte encore les mots mari et femme et père et mère. Mais cette neutralisation se poursuit au gré des réformes successives. La loi, de façon générale, n'attache plus de conséquences en soi au fait d'être un homme ou une femme. Et de ce fait, certains voudraient en déduire que le fait d'être un homme ou une femme est indifférent, voire même que la différence n'existe pas. Pourtant, dire que l'homme et la femme sont égaux ne signifie pas qu'ils n'existent pas en tant que tels, en tant qu'hommes et femmes, et ne signifie pas plus qu'ils soient interchangeables. C'est-à-dire que les partisans de la théorie des genres, sous couvert de gagner l'égalité homme-femme, veulent imposer l'inexistence du genre homme et du genre femme. Ils nous font croire que l'égalité, qui est quand même un concept assez positif, parce que personne, a priori, n'est pour l'inégalité, ils nous font croire que l'inégalité exige la disparition du genre. En réalité, il n'en est rien, c'est tout à fait faux. Parce qu'on peut très bien parvenir à l'égalité homme-femme sans nier la différence homme-femme, sans nier le genre homme, le genre femme. Et même le vocabulaire le révèle. Le vocabulaire asexué qu'emploie le Code civil n'est absolument pas une condition d'arriver à l'égalité. La loi peut très bien décliner
l'égalité entre époux en continuant à les désigner le mari et la femme. Elle peut très bien décliner l'égalité entre les parents tout en continuant à les désigner comme père et mère. Et c'est d'ailleurs ce que fait encore le Code civil dans certains articles. Donc il apparaît que l'égalité en réalité n'est qu'un prétexte, et ce n'est pas l'égalité entre les genres hommes et femmes qui est recherchée, c'est la disparition totale des genres. Alors quel est l'intérêt de supprimer carrément la référence au genre une fois qu'on a atteint l'égalité totale? Puisque c'est indifférent d'être un homme ou une femme, finalement pourquoi vouloir aller plus loin et arriver à la négation même de la différence homme-femme? Eh bien il reste un intérêt parce que si le droit n'attribue pas en général de conséquences au fait en soi d'être un homme ou une femme, il y a des institutions qui sont fondées sur la complémentarité homme-femme, essentiellement le mariage et la filiation. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être homme ou femme qui importe en soi, parce que les parents ou les époux ont exactement les mêmes prérogatives, les mêmes droits, les mêmes devoirs, mais c'est le fait d'être ensemble, hommes et femmes, qui importe, parce que si toute personne, homme ou femme, peut se marier, elle ne peut se marier qu'avec une personne de sexe différent. Et si toute personne, homme ou femme, peut être parent, seul un homme et une femme peuvent être ensemble les parents du même enfant. Donc, en ce qui concerne plus précisément ce dernier point, la parenté, puisque c'est mon sujet, eh bien, nier ou même seulement ignorer l'existence des genres masculins ou féminins conduit à considérer logiquement que le genre des parents importe peu, qu'il s'agirait d'une donnée totalement secondaire ou même peut-être carrément inexistante. Et si le genre des parents importe peu, il est logique de supprimer de la définition des parents la référence à l'altérité sexuelle de ces derniers. Donc la théorie du genre rabaisse au rang des données sans intérêt, en tout cas secondaire, le fait que les parents d'un enfant soient de sexe différent ou de même sexe. C'est un processus qui commence, comme nous l'a expliqué ce matin Mélina Adouchi, par une déconstruction. Et la déconstruction dont il s'agit ici, c'est la déconstruction de la parenté et de la filiation. En effet, pourquoi est-ce que les parents sont un homme et une femme? L'altérité sexuelle des parents, ça n'est pas un parti pris, mais c'est la conséquence de la définition des parents, qui est fondée sur l'idée d'engendrement de l'enfant. Les parents sont ceux qui sont à l'origine de la vie d'une nouvelle personne, qui l'ont engendrée. Et la parenté peut reposer sur un lien biologique réel, lorsque l'enfant est effectivement l'enfant biologique de ses parents, un lien qui est erroné, lorsqu'une personne pense que tel enfant est le sien, alors qu'en réalité ce n'est pas son enfant biologique, ou un lien symbolique, lorsque la personne sait qu'elle n'a pas engendré l'enfant biologiquement, mais qu'elle fait comme si. C'est le cas des parents d'enfants adoptés ou nés d'une assistance médicale à la procréation avec donneur. Et l'enfant, lui, dans cette perspective, se représente comme issu de l'union de ses deux parents, que ce soit le cas ou non, et le cas échéant, qu'il le sache ou non. Donc la parenté et la filiation ne se réduisent pas à la vérité biologique. Elles ne se définissent pas par la vérité biologique. Et en revanche, elles se définissent en référence à la biologie. Les parents étant ceux qui ont engendré l'enfant, ou plutôt ceux qui sont considérés comme tels. Donc cette référence à l'engendrement de l'enfant suppose que les parents soient de sexe opposé. Que les parents soient effectivement les parents biologiques importe peu, ce n'est pas indispensable. En revanche, qu'ils soient de sexe différent est indispensable, parce que c'est à cette condition qu'ils offrent à l'enfant un cadre qui lui permet de se penser comme issu de leur union, même s'il ne l'est pas biologiquement. Alors dans un contexte de négation ou même seulement d'ignorance des genres, le sexe des parents importe peu. Ils peuvent donc indifféremment être de même sexe ou de sexe différent, mais il se trouve que deux personnes de même sexe ne peuvent pas procréer ensemble. Donc, désigner comme parents des personnes de même sexe revient nécessairement à inventer une nouvelle parenté, déconnectée de la référence à l'engendrement de l'enfant, puisqu'on admet la possibilité d'être parent pour des personnes qui non seulement n'ont pas engendré l'enfant, mais ça c'est pas trop grave, mais qui n'auraient pas pu l'engendrer. Dans cette nouvelle perspective, le parent est alors celui qui désire l'enfant, qui s'investit auprès de lui, qui l'éduque, ou les trois à la fois. Le bouleversement ne serait pas tellement dans le fait que des enfants soient élevés par des personnes de même sexe, mais dans le fait que ces personnes de même sexe soient désignées ensemble comme étant parents de cet enfant. La parenté et la filiation seraient ainsi redéfinies, la référence à l'engendrement de l'enfant étant abandonnée au profit de l'investissement éducatif et affectif. Donc la déconstruction de la parenté et de la filiation
laisse la place à la reconstruction de la notion sur un fondement neutre, qui fait abstraction du genre, du sexe des intéressés, et qui repose sur la fonction éducative. Autrement dit, la parenté n'est plus fondée sur un rapport de filiation, mais sur un rapport d'éducation. Le problème, c'est que cette reconstruction, en réalité, n'en est pas une. Parce que fonder la parenté sur le seul investissement éducatif auprès de l'enfant revient à doter l'enfant, certes, d'éducateurs, mais à le priver de parents. En effet, la fonction constitutive des parents, ce que les constitue comme tels, ce n'est pas d'avoir désiré l'enfant, ce n'est pas de l'aimer, ce n'est pas de l'éduquer. Tout cela est très réel, mais ça n'est pas spécifique aux parents. Et d'autres personnes, d'ailleurs, peuvent remplir ce rôle, le seconder ou carrément les remplacer. Le rôle constitutif des parents, ce qui les constitue comme parents, est de donner à l'enfant son origine, sa généalogie. Et l'ordre social est directement intéressé, directement concerné, parce que la filiation, avec cette signification, structure la société. La généalogie indique à chacun pourquoi, enfin d'où il vient, pourquoi il se trouve dans telle famille, à tel moment, à tel endroit. Elle donne à chacun sa place dans la société, donc de façon, dans l'espace d'une certaine manière, et lui permet de se situer dans la chaîne des générations, ce qui lui permet de se situer dans le temps. Donc la généalogie qui est conférée à l'enfant par sa filiation, c'est le socle sur lequel il se construit lui-même. Et seuls des parents, hommes et femmes, peuvent indiquer à l'enfant une origine, peuvent lui donner une généalogie. En pratique, actuellement, comment ça se passe? L'enfant adopté n'est pas issu biologiquement de l'union de ses parents, mais il peut se représenter comme tel. L'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation avec donneur n'est pas non plus l'enfant biologique des membres du couple qui l'ont accueilli, mais peut lui aussi se représenter comme tel. Et d'ailleurs, même pour un enfant biologique, la dimension biologique de la filiation n'est qu'un point de départ qui a vocation à être rapidement dépassé et transcendé par la mise en place du schéma symbolique de la filiation, sous peine de rester lettre morte. Donc être le fruit de l'union de ses parents, même pour un enfant biologique, ça n'est qu'un point de départ. Et ensuite, l'enfant surtout se représente comme tel, se pense comme tel. Bon, le fait que les parents ne soient pas les parents biologiques introduit une rupture qui sera certainement, enfin qui pourra être une souffrance ou une difficulté. Mais celle-ci peut être guérie, dépassée et même peut-être transcendée par la mise en place du schéma symbolique de la filiation. Un petit peu de la même manière qu'une personne qui a un accident, qui est blessée et qui en ressort avec un handicap, peut avoir une vie finalement bien plus riche et bien plus intéressante avec cette difficulté que la vie superficielle qu'elle menait auparavant. Enfin, c'est possible, ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Eh bien, de la même manière, la filiation qui est privée de son fondement biologique peut très bien se mettre en place et se construire de façon éventuellement bien plus solide qu'une filiation biologique vécue de façon superficielle, voire indifférente. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant ne pourra jamais se représenter comme issu de l'union de deux personnes de même sexe. Donc l'absence de fondement biologique, qui existe dans d'autres cas, comme l'adoption ou les cas d'assistance médicale à la procréation avec donneur, l'absence de fondement biologique ne pourra pas, cette fois-ci, être compensée par la dimension symbolique de la parenté, parce que ces, entre guillemets, parents n'auraient pas pu engendrer l'enfant. Alors cet enfant sera sans doute fortement désiré, très aimé, bien éduqué, mais si bonnes que soient les intentions à son égard, il sera privé d'origine, parce que toute l'affection du monde ne peut pas produire les structures psychiques dont l'enfant a besoin pour savoir d'où il vient. Alors je laisse aux psychologues qui interviendront ce week-end le soin de préciser tout ce que la psychologie a indiqué, a établi de ce que l'enfant reçoit de la dissymétrie de la fonction parentale, masculine et féminine. Enfin, pour l'instant, de façon visible et objective, les parents hommes-femmes sont les seuls qui peuvent indiquer à l'enfant une origine. Donc la redéfinition de la parenté qui inclut l'indifférence des gens des parents bouleverserait la relation sociale fondatrice, la filiation, qui serait réduite, qui ne serait plus de la filiation, mais serait réduite à un rapport d'éducation. Et quelques-unes, bon ça c'est le problème sur le fond, mais comme toujours, les choses de fond ne sont pas forcément très visibles, donc c'est pourquoi passer en revue quelques-unes des conséquences pratiques
d'une telle déconstruction suivie d'une pseudo-reconstruction de la parenté et de la filiation permettront de saisir la portée de l'évolution. Alors, quelles seraient les conséquences visibles et pratiques? Tout d'abord, admettre que le genre des parents est indifférent, donc autrement dit que les parents puissent être de même sexe, entraînerait la disparition, rien de moins, que des notions de paternité et maternité. Que le droit a aboli les différences entre les diverses filiations légitimes, naturelles, adultérines dans le mariage, etc., mais il demeure dans le Code civil comme une évidence fondatrice qu'un enfant ne peut avoir à la fois qu'un seul père et qu'une seule mère. Et la loi interdit d'établir une filiation qui viendrait contredire une filiation existante sans avoir contesté la première. D'ailleurs, même quand un des parents change de sexe, lorsqu'un des parents est transsexuel et obtient la modification de la mention de son sexe à l'état civil, l'acte de naissance de l'enfant n'est pas modifié. D'ailleurs, on voit bien qu'on est dans la science-fiction, parce que la même personne est désignée comme père dans l'acte de naissance des enfants et comme femme à son état civil actuel. Donc, même en cas de transsexualisme des parents, les actes de naissance des enfants ne sont pas modifiés parce qu'un enfant ne peut avoir à la fois qu'un père et qu'une mère. Qu'en est-il d'un enfant qui serait relié juridiquement à deux personnes de même sexe? Il devrait avoir deux filiations paternelles ou deux filiations maternelles, deux pères ou deux mères. Par exemple, au Québec, le Code civil québécois désigne les parents de même sexe comme les pères ou les mères au pluriel de l'enfant selon les cas. Mais quel sens une telle filiation peut-elle bien avoir? Parce que père et mère, maternité et paternité n'ont pas de signification en soi, mais seulement l'un par rapport à l'autre, dans la perspective de l'altérité sexuelle des parents, qui est exigée par la nature pour procréer. Et inventer une parenté sans référence à l'engendrement de l'enfant, et donc à l'altérité sexuelle des parents, revient à considérer que père et mère sont interchangeables et équivalents pour l'enfant. Or, un deuxième père remplace-t-il une mère? Une deuxième mère remplace-t-elle un père? En réalité, il apparaît plutôt que donner deux mères à un enfant, si tant est que ça puisse avoir un sens, ça revient en réalité à le priver de père. De la même manière que lui donner deux pères, ça revient en réalité à le priver de mère. En pratique, comment désigner de tels parents, entre guillemets? Il faudrait supprimer toute référence à l'altérité sexuelle des parents du vocabulaire, de la loi, des formulaires administratifs, de tout, de la société. Ainsi, les États qui ont redéfini la parenté de la manière qu'on a dite se sont immédiatement trouvés dans cet embarras. Par exemple, parce que c'est pas l'exemple qui manque, au Massachusetts, aux États-Unis, la légalisation du mariage homosexuel a nécessité le remplacement sur les actes de naissance des mots père et mère par parent A et parent B. La Cour suprême de Virginie a accordé à des adoptants de même sexe la modification des actes de naissance des enfants adoptés afin que les deux, entre guillemets, parents figurent dans l'acte de naissance. Et cette fois-ci, ça a donné parent 1 et parent 2. En Espagne, plus près de chez nous, le mariage des personnes de même sexe a entraîné le remplacement dans le Code civil des termes mari et femme par ceux de conjoint. Et dans les actes de mariage, les maris et femmes sont devenus conjoint A et conjoint B. Et les actes de naissance ne proposent plus les mentions père et mère, mais